Je vais donner la parole à Philippe pour répondre, mais pas tout de suite. Je voudrais d'abord faire un petit détour, vous emmener tous les deux faire un petit détour donc du côté des valeurs qui sont véhiculées par l'école, volance-nolens, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je pense quelquefois à l'époque où j'étais enfant et où je faisais des versions latines. La version latine, c'est un formidable véhicule de valeurs, d'humilité devant les faits. On trouve une phrase, on fait des hypothèses, on se dit tiens, ça doit vouloir dire ça. Ah ben non, parce que c'est un accusatif, c'est pas un nominatif, mince alors, il faut que je revoie tout. Etc. Une école de l'humilité, de la recherche des faits précis, c'est vraiment la formidable formation pour de futurs journalistes ou de futurs policiers de qualité. Mais quand j'étais gamin, on repérait vite si c'était de Cicéron ou de Sallust, on repérait où c'était, on allait chez le petit libraire du coin, on achetait la traduction, on l'utilisait, on la maquillait un petit peu pour que ça se voit pas trop. Bref, on acquérait toutes les compétences, toutes les valeurs du parfait escroc. Voilà, bon, c'est un exemple un peu extrême. Je voudrais en prendre un autre, mais là, j'ai pas du tout la réponse. On est en train de dédoubler donc les cours préparatoires et les cours élémentaires première année. Le gain attendu, tel qu'il était décrit par Pascal Bressou dans l'étude qui a servi à Jean-Michel Blanquer pour lancer cette idée, le gain attendu était de 0,2 écart-type. Finalement, avec les résultats que l'on a, c'est 0,1 écart-type. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas statisticiens, je vais faire quelque chose d'un petit peu approximatif, j'espère que les scientifiques me le pardonneront. Ça veut dire que si vous avez une classe notée sur 20 avec une courbe de Gauss et une moyenne à 10, au lieu d'être à 10, on attendait qu'elle soit à 11 avec Pascal Bressou, et finalement elle est à 10,5. On a gagné un demi-point avec tout ce remue-ménage. Est-ce que ça valait le coup? Comme je pense que ça ne valait pas le coup et que dès le début on savait que ça ne valait pas le coup en termes de gains cognitifs, je me demande ce qui est véhiculé comme image de l'éducation, du rapport entre élèves et enseignants, du rapport entre les enseignants, enfin, quelle image, quelles valeurs de l'école sont véhiculées par ce dispositif. Je ne sais pas si soit la version latine, soit les CPA 12, soit Philippe. Oui, je vais essayer de répondre. Ça fait trois questions, enfin trois pistes en tout cas. D'abord par rapport à ce que Anne a souligné tout à l'heure. Je lui sais gré d'avoir exprimé sa position d'une manière sereine et constructive. Je voudrais lui dire à quel point je partage son sentiment de la nécessité de prendre en compte la différence, l'altérité, de comprendre cette différence et cette altérité. C'est bien pour cela que depuis longtemps, moi, mon engagement pédagogique s'est construit autour de la notion de pédagogie différenciée. Pédagogie différenciée, ça veut dire que précisément on reconnaît qu'il y a des différences interindividuelles qui sont liées à l'histoire de chacun, qui sont liées à son origine sociale, à son rapport au savoir, qui sont liées à ses stratégies d'apprentissage, etc. Et que ces différences, loin d'y être indifférents, on les prend en compte, et on les prend en compte comme une richesse pour faire fonctionner l'école. Bourdieu, il y a bien longtemps, disait que l'inégalité dans l'école est due à l'indifférence aux différences. Et je crois que c'est encore vrai que l'inégalité est construite, et la France est championne dans ce domaine. Vous savez que d'année en année, les enquêtes PISA nous montrent que les écarts s'accroissent entre les bons élèves et les élèves en grande difficulté. Eh bien, si nous ne sommes pas attentifs aux différences, je crois que les écarts s'accroîtront encore plus. Je ne vais pas refaire ici l'histoire de ce qu'on appelle la démocratisation ou la massification du système éducatif, mais on voit bien que cette histoire a consisté à accueillir dans un système inchangé et sur un modèle pédagogique qui n'a pas été réinterrogé, des enfants pour lesquels ce modèle pédagogique n'avait pas été fait.
Mais à partir de là, on peut imaginer deux formules. Soit la formule qui consiste à dire ces différences, elles existent, elles doivent être prises en compte, elles doivent être reconnues, elles doivent être un levier de transformation de l'école publique, parce que c'est au sein de l'école publique que ces différences ont légitimité à s'exprimer et à se reconnaître et à se respecter. Soit on prend une autre option qui est de dire ces différences vont s'incarner, s'exprimer par des choix d'école, par des choix de classe, par des choix de pédagogie. Et à ce moment-là, on n'est pas dans la reconnaissance des différences et dans la valorisation des différences. On est au contraire dans la clanification sociale, dans l'entre-soi. Et au lieu de faire de la différence un outil de formation à la reconnaissance de l'autre, au respect de l'autre, comme le dit en permanence le ministre, vous savez qu'il a fait du respecter autrui, la quatrième maxime, dit-il, de l'école de la République, après lire, écrire, compter, respecter autrui. Mais pour respecter autrui, il faut le rencontrer, il faut le connaître, il faut apprendre à travailler avec lui, apprendre à s'enrichir de lui, apprendre à l'enrichir aussi à travers ce qu'on lui apporte, par l'entraide, par exemple. Et tout cela ne me paraît pas être complètement compatible avec la recherche systématique d'îlots où on irait en fonction de sa sensibilité et où s'exprimerait une différence, mais une différence qui, au fond, aboutirait à la construction d'homogénéité. Hein. Alors, deux éléments, puisqu'il y a trois questions quand même. Il y a la question de la version latine. Alors bon, Pascal a dit cela, et c'est quelque chose que les chercheurs en sciences de l'éducation connaissent bien, ce qu'on appelle le curriculum caché. Hein. Philippe Pernoud a longuement travaillé là-dessus. On sait très bien, par exemple, que être un bon élève, c'est d'abord savoir s'ennuyer poliment. Hein. Parce que tout le monde s'ennuie à l'école, simplement il y a un certain nombre d'élèves qui s'ennuient de manière impolie, ils sont difficilement supportables par l'institution, ils font du bruit, ils crient, ils se lèvent, ils jettent leurs trousses, leurs gommes, etc. Et puis il y a d'autres élèves qui savent s'ennuyer poliment, en pensant à autre chose, en étant totalement ailleurs, et qui savent hocher la tête régulièrement pour montrer qu'ils sont là, poser de temps en temps une question dont ils savent que le maître ou la maîtresse connaissent la réponse et aiment qu'on pose cette question. Alors oui, il y a un curriculum caché. Ce curriculum caché, il est plus fondé sur la débrouillardise et la connaissance de codes qui ne sont pas des codes malheureusement très clairs pour tout le monde et qui ne sont pas équitablement répartis dans le champ social, que sur une véritable intelligence qui serait développée et qui serait mise à plat devant la classe. Alors oui, bien sûr, ces valeurs-là, il faut les repérer, ces contre-valeurs, il faut les débusquer. Et il faut que l'institution scolaire arrête de croire que ces valeurs sont ce qu'elle annonce, ces valeurs sont ce qu'elle fait. Et pour l'élève, les valeurs ne sont jamais ce qu'on annonce. On peut annoncer la liberté, l'égalité, la fraternité, si ce que l'on pratique n'est pas une formation à la liberté. Si l'élève perçoit bien que l'égalité n'est qu'une affaire de façade et que, par exemple, si vous êtes en lycée professionnel, vous n'aurez jamais le droit de faire de la philo et que même on est en train de vous rogner 40% de votre enseignement général, sous prétexte de faire de l'excellence professionnelle, si l'élève voit que l'idéal de fraternité, il n'est jamais mis véritablement en œuvre parce que l'entraide entre élèves et que la coopération n'est pas une pratique dominante dans le système éducatif, les valeurs que l'on annonce n'ont aucun sens. Les gens ne font jamais ce qu'on leur dit de faire, ils font ce que l'on fait avec eux. Et les véritables valeurs du système scolaire, ce ne sont pas les valeurs proclamées, ce sont les valeurs mises en acte, mises en œuvre. Et là, effectivement, il faut s'interroger. Et puis, alors, la troisième question, mais je la passe parce que je ne veux pas truster la parole, on aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Anne, mais en essayant de répondre à ma question, Philippe, mais aussi à ma question. Ça va être difficile. Donc Philippe a dit beaucoup de choses qui méritent réponse. Donc si je résume ce que je comprends de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on reconnaît tous les deux qu'il y a une hétérogénéité évidente des besoins et l'injustice venant de l'indifférence à la différence, c'est tout à fait exact. La question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce constat. Donc pour Philippe, la solution c'est au sein de l'école publique.
Et moi, je suis sceptique. Tout simplement parce que je regarde les résultats. Ça fait très longtemps qu'on essaie de faire au sein de l'école publique. Et on sait, et d'ailleurs vous le dites dans vos livres, on sait que l'école publique, aussi parce qu'elle est une institution centralisée, qu'elle est une institution corporatiste, elle a un véritable problème avec les expérimentations, avec la liberté des acteurs éducatifs. Elle a un vrai problème avec ça, et elle les caporalise. Et donc, cette liberté dont vous avez, vous, fait usage, et bon usage, me semble-t-il, d'ailleurs, je remarque que c'était dans une école privée que vous avez mis en place vos premières expérimentations de différenciation pédagogique, comme quoi ça a du bon. Eh bien, cette école publique, elle a du mal à laisser les professeurs faire l'expérimentation, prendre des solutions adaptées, en réalité, aux besoins des élèves. Et c'est tellement vrai qu'en regardant les statistiques internationales, qu'on peut critiquer, hein, on peut faire une conférence complète là-dessus, mais enfin, on voit très bien qu'on a un vrai problème en matière de réduction des inégalités. Hein, la France a la lanterne rouge pour ça. Et on voit très bien que, au-delà de notre discours qui est connu dans le monde entier pour dire la France met l'accent sur la réduction des inégalités, elle fait de l'égalité des chances le but numéro 1 de l'école. Au-delà de ce beau discours, donc de ces valeurs proclamées, eh bien, les valeurs sous-jacentes à l'institution, les valeurs réelles telles qu'elles sont déployées dans les faits, ce ne sont pas ces valeurs-là. Ce sont d'autres valeurs. Ce ne sont pas des valeurs, en fait, qui produisent de l'égalité. Et j'en veux pour preuve, tout simplement, une réalité très très simple, qui est que la France ne propose pas du tout une école publique égalitaire, mais elle propose, et ça aussi vous le dénoncez, une école publique minée par la sectorisation géographique, par la sectorisation organisée par la carte scolaire obligatoire, et accélérée par le fait qu'à côté de cette école publique, il y a une école privée, évidemment, qui amplifie le phénomène, puisqu'elle n'est pas soumise à sectorisation. Donc on a certes un idéal qui est généreux, comme tous les idéaux en général. Cet idéal, c'est de dire, par l'école publique, on va avoir une égalité, on va avoir un vivre ensemble, on va pouvoir gérer l'homogénéité de manière intelligente. Mais moi, je vois les faits. Et les faits, c'est que le creuset national ne fonctionne pas. Il suffit de voir l'essor du terrorisme en France. Ces élèves ces terroristes, malheureusement, sont tous passés, j'y peux rien, je m'en félicite pas, par l'école publique. Donc c'est bien qu'il y a un problème pour susciter une adhésion au vivre ensemble. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a un vrai problème pour susciter le vivre ensemble. Hein, on ne peut pas contester cette réalité. On a un vrai gros problème. On a un problème d'égalité sociale parce que l'école publique est particulièrement inégalitaire et dans les résultats et dans les moyens financiers. Vous le démontrez aussi avec brio en expliquant que contrairement à l'image d'Épinal, l'argent dépensé par élève est bien plus fort dans les centres-villes que dans les banlieues. Donc on a toutes ces inégalités et à côté de ça un beau discours qui nous dit le salut dans l'école publique. Alors moi j'aimerais, je suis un pur produit de l'école publique. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'école privée. J'aimerais que ce soit vrai, mais je constate que c'est très difficile pour des raisons structurelles, pour des raisons, en réalité, d'effets de système qui font que le système a du mal à respecter la liberté et des apprenants, et des professeurs, et des établissements, et qu'elle revient toujours à une centralisation, et que quand elle ouvre un petit peu la porte à l'autonomie des établissements ou l'autonomie des professeurs, ce qui d'ailleurs est un peu contradictoire en soi, mais on va y revenir, et bien la réforme d'après, hop, elle referme la porte. Hein, ça a été le cas avec les réformes Claire et Claire, notamment inspirées des expérimentations de Legrand, que vous avez bien connues, Philippe. Eh bien, ces expérimentations permettaient de recruter sur profil, hein, des professeurs qui choisissent vraiment l'établissement. Et hop, ça a été balayé, et puis maintenant on n'a plus tout ça. Donc à chaque fois qu'on va vers l'idée d'une équipe constituée de gens volontaires, pas de gens qui subissent, parce qu'un des drames de la banlieue, c'est que les professeurs qui sont là-bas sont des gens qui sont malgré eux là-bas. Et donc, évidemment, ils tournent extrêmement vite. Et je parle des professeurs. Hein, et ils tournent extrêmement vite, enfin la plupart, hein, majoritairement parlant. Et donc, du coup, il y a des résultats évidemment très difficiles. Donc, pour conclure là-dessus, vous nous dites la solution c'est dans le public, et vous, quelque part, dans vos écoles, bon c'est à mi-mot, mais enfin on comprend quand même, dans vos écoles, les gens se retrouvent dans l'entre-soi, finalement, quelque part, pour fuir la rencontre,
qui, elles, créent le commun. Et donc, dans vos écoles, vous balkanisez la France, finalement, et vous allez faire s'affronter des vérités contradictoires. Alors, je crois qu'il est important de regarder la réalité de ces écoles indépendantes. Il y en a 1400 aujourd'hui, avec une croissance qui est exponentielle, puisque rien que cette année, il y a eu 157 nouvelles écoles ouvertes. Ces écoles sont extraordinairement variées. Si je regarde le stock actuel des 1401 établissements, ça bouge tous les jours, donc aujourd'hui, d'abord, vous avez 69% d'établissements aconfessionnels. Ça aussi, c'est complètement contraire à l'image d'Épinal. C'est 69% qui n'ont rien à voir avec la religion, premièrement. Et dans ces établissements qui n'ont rien à voir avec la religion, quand vous regardez par exemple sur les établissements ouverts cette année, pour ne pas vous abreuver de chiffres à l'infini, eh bien, si vous prenez les établissements ouverts cette année, vous avez par exemple 33% d'écoles démocratiques. Alors, il y a un boom des écoles démocratiques, évidemment, elles sont toutes petites. Vous avez 10% de public spécifique, c'est-à-dire des écoles qui sont faites pour des enfants dyslexiques, des enfants qui ont trouble d'apprentissage, qui ont telle ou telle difficulté cognitive qui nécessite un traitement spécifique, notamment tous les enfants aussi qui sont intellectuellement, ce qu'on appelle enfants à haut potentiel. Vous avez des écoles, bien sûr, qui sont nos pédagogies qu'on appelle explicites, mais ça ne représente que 6%. Donc les écoles à la Jules Ferry, pour faire court, c'est 6% des créations. Vous avez tout un essor de 12% d'écoles bilingues, régionalistes et internationales, qui correspondent à un rattrapage au niveau mondial d'un retard français sidérant. La France est incapable d'offrir une éducation bilingue ou internationale aux gens qui le souhaitent. On a un retard d'attractivité colossal, et dans le cas du Brexit, par exemple, c'est une catastrophe pour attirer les Brexiteurs. On est complètement à la ramasse sur ce sujet, si vous me permettez l'expression familière. Et on voit des reflets de phénomènes de fond. Par exemple, on a des écoles qui ouvrent qui sont éco-citoyennes, on a des écoles qui sont en gestion sociocratique, c'est-à-dire qu'en fait, les parents veulent que les enfants s'initient à la démocratie, s'initient à des réalités de développement durable ou de responsabilité plus large de la société à travers ces écoles. Tout ça pour dire que quand vous voyez la grille de présentation de ces écoles, vous ne retrouvez pas une logique de balkanisation idéologique. Vous ne retrouvez pas une logique de balkanisation confessionnelle. Si vous prenez une clé de lecture confessionnelle, par exemple, sur les ouvertures de cette année, vous avez donc 88% d'inconfessionnels, 8% de catholiques, 2% de juifs, 2% de musulmans, 1% de protestants. Donc, j'ai envie de dire, il faut regarder les faits tels qu'ils sont. On a aujourd'hui un véritable essor pédagogique, et vous l'avez d'ailleurs expliqué dans de multiples livres, on a fait beaucoup de place aux sciences de l'éducation, mais à la pédagogie au sein de ces sciences de l'éducation, pas tant que ça. Et à la performance pédagogique, encore moins. Et quand on regarde la littérature en France, au sein des sciences de l'éducation, sur la performance pédagogique, par rapport à la littérature anglo-saxonne, elle est particulièrement pauvre. Donc ces écoles, en fait, cherchent à répondre à une approche qui n'est pas spécialement utilitariste, mais qui est une approche qui dit, on va mener une pédagogie en transparence, on va expliquer aux parents ce qu'on fait. Les parents vont venir parce qu'ils sont intéressés par cette pédagogie. On aura des valeurs qu'on va expliquer, ces écoles sont ouvertes, et vous allez venir, et si ça vous plaît, vous mettez vos enfants. Donc moi, je ne vois pas de danger de balkanisation idéologique ou bien confessionnalisante dans ces écoles, même si, bien sûr, il peut toujours avoir des instrumentalisations désastreuses, mais l'État est là pour veiller. C'est son rôle. Oui, je voudrais relancer un peu sur autre chose. Non mais allez, un mot. Non, parce que là, on est vraiment au cœur du débat. Alors, quelques remarques très rapides pour ne pas, peut-être pas encore, mais on y arrive. Pour dire que ce pourquoi je milite, moi, en termes de finalité, c'est pas l'école publique comme institution, c'est l'école commune. L'école publique est un outil pour réaliser l'école commune. L'école commune qui est le lieu où, à mes yeux, l'ensemble des enfants peuvent se retrouver, s'enrichir de leur diversité, et non seulement apprendre, ce qui est important, mais apprendre ensemble
dans la diversité, ce qui est encore plus important pour construire une société démocratique pour demain. Apprendre et apprendre ensemble. Pour cela, il faut une école commune. Que l'institution éducation nationale aujourd'hui n'ait pas réussi à construire une école commune, j'en suis totalement d'accord. Nous sommes bégayants dans ce domaine-là. La démocratisation que nous avons vécue dans les années 1960 a été très largement un échec et on voit que les écarts, y compris financiers, entre ceux qui touchent le plus de la part de l'État, les grandes prépas des centres-villes, et puis les classes les plus en difficulté dans les zones d'éducation prioritaire ou dans la ruralité, ces écarts ne cessent de s'accroître, hein, financièrement, en termes de niveau des élèves, et en termes aussi de vécu des enseignants, de souffrance que les enseignants peuvent avoir, ou au contraire de satisfaction. Donc il faut lutter, bien évidemment, pour une école publique qui soit une école commune. Et moi, je ne suis pas du tout partisan du statu quo de l'école publique telle qu'elle est aujourd'hui. Elle ne me satisfait pas, cette école publique, bien évidemment. Et là, je ne peux que vous donner raison. C'est une école de la ségrégation. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'obtus, hein. Je suis capable de vous dire avec beaucoup de simplicité que pour moi, qui suis lyonnais, l'école Jeanne d'Arc à Dessines est plus démocratique que le lycée du Parc. Bon. Elle est plus démocratique que le lycée du Parc parce qu'elle accueille des gens d'une manière beaucoup plus démocratique au sens financier. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent y aller, et puis elle est beaucoup plus attentive à l'ensemble des parcours, elle est beaucoup moins sélective, beaucoup moins ségrégative aussi, et qu'à ce titre, elle incarne plus les idéaux de l'école de la République qu'un lycée public qui peut exister par ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Vous avez dans votre intervention un peu mélangé, je crois, l'école privée, les écoles privées sous contrat, qui constituent 20% aujourd'hui, hein, 17%. 17% des écoles françaises, mais à peu près 20% des élèves, me semble-t-il. 17%. Bon. Alors restons à 17%. Ces écoles privées ont délégation de service public. Elles ont délégation de service public, elles sont contrôlées par l'État. Ce qui, pour ma part, me paraît grave, c'est qu'elles sont financées très largement par l'État, mais qu'elles n'ont pas les mêmes obligations que l'école publique. Et en particulier, elles n'ont pas d'obligations, vous l'avez souligné, en matière de territorialisation et en matière de mixité sociale. C'est la raison pour laquelle nous sommes un certain nombre à dire, et pas depuis 1 ou 2 ans, depuis très très longtemps, qu'il faut proportionner la dotation des établissements privés sous contrat à leur effort de mixité sociale. Et nous le disons depuis longtemps, c'est pas normal aujourd'hui que cet effort de mixité sociale ne soit pas pris en compte et que les établissements privés sous contrat... Je finis, Pascal, juste. Derrière les établissements privés sous contrat, il y a les écoles que votre fondation soutient, qui ne sont pas des écoles sous contrat, qui ne sont pas des écoles qui ont délégation de service public. Les écoles sous contrat non plus. Ça, Elles ont délégation de service public. Ah, statutairement, elles l'ont. Bon, peu importe. Alors, dites qu'elles ne l'ont pas. Vous m'expliquerez pourquoi tout à l'heure. Mais les écoles pour lesquelles vous militez sont des écoles qui ne sont pas sous contrat avec l'État. Ce sont donc des écoles qui sont fondées et qui sont construites autour d'une idée qui est finalement assez ancienne, qu'on retrouve déjà au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, chez les économistes de droite comme Frédéric Leplé, etc., les idées qui sont que seule la famille a droit de légiférer sur l'éducation. Voilà. L'État éducateur, c'est un État qui est toujours un État normalisateur, qui est un État qui castre les enfants, qui dépossède les familles de leurs enfants, etc. Il faut revenir quand même un petit peu à l'histoire. L'école française s'est construite très largement, alors on ne va pas dire contre les familles, mais elle s'est construite avec un projet qui était de vouloir faire primer l'égalité des chances contre l'hérédité des privilèges. C'est ce qu'on appelait la méritocratie. Je ne dis pas que ça a marché, ça n'a pas très bien marché. Elle voulait faire primer la raison contre la superstition. Elle voulait faire primer le collectif contre l'individuel et contre le repli dans le familial. Ce qui me préoccupe, alors, du point de vue pédagogique et pas du point de vue institutionnel, et là je vais déplacer légèrement le point de vue, c'est que les écoles
qui s'inscrivent dans la mouvance de votre fondation sont des écoles qui, pour l'essentiel, sont créées, contrôlées, administrées par des familles. Donc nous sommes en plein dans le courant familialiste. Nous sommes en plein dans cette idéologie traditionnelle de la droite internationale, cette idéologie très défendue par Chantal Delsol et toute une série de gens qui dit que l'État n'a qu'à s'occuper des fonctions régaliennes qui sont l'argent, l'armée, etc. et que tout le reste c'est le principe de subsidiarité. Il vaut mieux, comme disait Bush, les religieuses dans les hôpitaux parce qu'elles font pas grève et qu'elles n'ont pas de congé maternité. Il vaut mieux donc subventionner des associations de bénévoles ou des associations familiales plutôt que de construire des institutions d'État qui sont des institutions qui, par nature, feraient échapper l'enfant à l'influence de la famille. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, pédagogue, est une vraie ligne de clivage. C'est que je crois que, précisément, l'éducation, c'est la rupture avec la famille. Pas une rupture violente, pas une rupture brutale. C'est, au sens où le disait le philosophe Alain, la capacité de découvrir qu'il y a d'autres familles que ma famille, qui pensent autrement que ce que pensent mes parents, qui raisonnent autrement que moi, qui ne sont pas nécessairement dans la même convergence en termes idéologiques, en termes sociaux, en termes de comportement quotidien. C'est quand Alain dit la famille n'instruit pas, il ne dit pas que la famille ne transmet pas de savoir, il dit qu'à un moment donné, l'enfant a besoin de rencontrer une autre instance que l'instance familiale, qui soit une instance moins affective, plus centrée sur une forme de transmission de la rationalité et de la vérité, où il y a plus une interchangeabilité des personnes tout en respectant les spécificités de chacun. Et là, cette question-là, c'est bien la question de l'intérêt de l'enfant aussi que nous posons. C'est pas simplement... Il y a la question, je termine, il y a la question institutionnelle, et elle me préoccupe beaucoup, la balkanisation dont vous parlez, parce que j'ai le sentiment que cette balkanisation est en marche et qu'elle met en péril l'école commune. Et il y a aussi la question pédagogique d'une éducation qui échapperait à l'État en tant qu'il incarne le bien commun et qu'il incarne des principes sur lesquels on s'est mis d'accord indépendamment de nos différences, et qui permet de faire se rencontrer des enfants et de les faire échapper pour une part à la sphère familiale, dont Alain disait que c'était de la confiture, il disait il faut libérer les enfants de la confiture familiale. Je ne dis pas ça, je ne dis pas que la famille c'est de la confiture, mais je dis qu'il y a quelque chose de juste dans la pensée républicaine, dans la nécessité de marcher sur deux pattes, d'avoir un enfant qui a une éducation familiale forte, mais qui aussi découvre à côté un collectif qui est régi par d'autres principes que les principes de la famille. Alors, je vais tout de suite vous donner la parole, Anne. Je voudrais juste faire un tout petit point de... Alors, je pense, Philippe, je ne sais pas chronométrer un débat, donc, mais je pense qu'Anne a du retard. Oui. Je vais lui donner la parole. Je voudrais aussi dire que vous aurez la parole dans le deuxième temps de ce débat. Je pense que ça sera bien qu'on fasse une toute petite pause dans ce débat. Donc on se donne encore 5 minutes avant cette pause et je donne la parole à Anne pour cela. Et je voudrais, Anne, que vous répondiez à Philippe, mais aussi je vous propose une petite rêverie. Alors là, je crois qu'on va pas mal se moquer de moi pendant les années à venir, mais je vais vous parler de Saint-Augustin, pour vous faire rêver. Augustin plutôt, parce que je suis athée, donc pour moi c'est Augustin, mais Augustin nous dit que le temps n'existe pas, puisque le passé, il n'est plus là, le futur n'est pas encore là, et l'instant présent, il est déjà passé. Dans ces conditions, pour exister, pour être, et pour n'être pas une feuille au vent, j'ai besoin, moi en tant qu'individu, de me constituer avec mes souvenirs, de mobiliser mes souvenirs à un moment donné pour exister, pour affirmer que je suis ce que je peux mobiliser à un moment donné. Et ce qui est vrai au niveau individuel est vrai aussi au niveau collectif.
les nations se constituent autour d'imaginaires collectifs, de souvenirs collectifs, d'où le rôle de l'enseignement de l'histoire, les passions suscitées par l'enseignement de l'histoire. Et là, il me semble que l'école joue aussi bien pour les individus, avec cette constitution de souvenirs et de moments qui permettent d'exister pour longtemps, et puis pour ce collectif, l'école joue un rôle important. Voilà, j'avais envie de vous dire ça là, pour vous relancer, que vous ne soyez pas simplement dans votre dialogue. Merci beaucoup, Pascal. Oui, sur la mémoire, c'est sûr que c'est fondamental, et c'est fondamental pour créer cette maison commune, pour créer ce commun. Et il faut constater qu'en France, dans le cadre des écoles soumises au programme officiel, l'histoire est vraiment la grande perdante de l'évolution des programmes, et la chronologie s'est complètement perdue. Et donc il n'y a plus de repères partagés, il n'y a plus de mémoire partagée, et on a d'un côté la plupart des écoles soumises au programme qui sont dans une espèce de déconstruction, enfin, du rapport au temps, rapport à la mémoire et rapport à l'identité et au passé, et de l'autre côté on a des écoles indépendantes, et pas qu'elles bien sûr, et d'autres écoles qui essaient de résister à ça et de reconstituer de la linéarité et de l'identité à travers la mémoire. Donc je crois qu'il est urgent que l'école publique se ressaisisse de la question de la transmission du patrimoine, et de la mémoire et du patrimoine historique, pour faire ce vivre ensemble et cet héritage commun. Alors je reviens à ce que disait directement Philippe. L'école commune réalisée par l'école publique. Pourquoi avec cette idée qu'on apprend ensemble dans la diversité et donc à l'école publique. Je voudrais citer une anecdote qui m'avait énormément frappée. Il y a quelque temps, j'étais à l'ambassade britannique et il y avait le recteur de Paris de l'époque, François Veil. Et le ministre des écoles britanniques était là, lui dit « Nous avons à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire très graves dans les deux cas, et nous avons trouvé une solution, nous créons des écoles complètement indépendantes, ça s'appelle Academies, et puis aussi, nous créons aussi des free schools, et voilà comment ça fonctionne, c'est très intéressant. En fait, c'est donné à des entités libres avec un financement public, et puis elles sont évaluées, etc. » Et là, le recteur de Paris le stoppe et lui dit « Je vous arrête tout de suite. Peut-être que ça fonctionne, mais ça ne nous intéresse en France pas du tout, parce que l'école est d'abord régie sur des considérations idéologiques. » Alors pour un Britannique, vous imaginez le type de déclaration. Il nous a pris pour des fous, et il a voulu rentrer à Londres tout de suite. Cette réalité, je voudrais qu'on arrive à s'en extirper. Il est temps de sortir l'école de considérations d'abord idéologiques. Lorsqu'on dit l'école publique marche pas, elle marche pas comme creuset national, mais il faut quand même faire l'école commune dans l'école publique. Mais alors pourquoi si elle marche pas? Pourquoi si elle n'arrive pas à créer ce commun? Pourquoi il faut absolument que ce soit public? Je pose la question. La question c'est que ça fonctionne. Qu'elle soit publique ou privée, ce qui compte c'est d'arriver à créer du commun. Est-ce qu'on arrive à créer ce commun? Est-ce qu'on arrive à créer cet amour de la France, cette envie d'être ensemble? Je crois pas. Alors, sur la question des délégations de services publics, vous savez que certains secrétaires généraux de l'enseignement catholique caressaient le rêve de présenter l'école privée sous contrat comme un délégataire de service public. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que l'Église ne tire pas sa légitimité en matière d'école d'un service public que lui donnerait l'État. Évidemment. Elle préexiste pour la bonne et simple raison qu'elle a toujours créé des écoles avant et qu'elle n'a pas besoin que l'État lui dise que c'est bien ou lui donne mission pour le faire. Mais l'État ne reconnaît pas l'Église. L'État reconnaît des écoles privées sous contrat. L'Église est hors jeu dans cette affaire. L'État n'a pas à intervenir avec l'Église. Il ne négocie pas avec l'Église. Enfin, l'État a quand même négocié avec le secrétaire général de l'enseignement catholique nommé par la conférence des évêques le statut en question. Alors, il n'y a pas de délégation de service public, il y a une association au service public. Donc, il y a deux systèmes avec une coopération de fait. Pourquoi? Parce que l'un a besoin de l'autre. L'enseignement catholique a besoin de l'argent et l'enseignement public a besoin que le privé fasse à moindre coût une partie de la scolarisation des enfants. Donc, c'est une entente de fait sans délégation de service public. Et c'est la bonne énarque qui parle sur ce sujet. Donc, s'agissant de l'obligation de mixité sociale,
c'est vrai qu'il y a une différence à ce sujet, mais les financements sont aussi très différents. Le financement aujourd'hui reçu pour l'enseignement privé sous contrat est moindre que dans l'enseignement public, notamment à cause de la prise en compte de l'investissement. Donc ils ne sont pas financés au même niveau, ils n'ont pas les mêmes obligations. Alors, le sujet le plus important, c'était la question de savoir si c'est la famille qui doit éduquer ou si c'est l'État, et s'il faut vraiment présenter les choses à ce point de manière, j'ai envie de dire un petit peu caricaturale. Le mouvement des écoles indépendantes ne correspond pas à une affirmation familialiste. Le mouvement des écoles indépendantes ne correspond pas à l'idée que seule la famille est capable de dire quelle école il faut faire, et ce serait une école domestique en quelque sorte, une sorte d'école à la maison, une sorte d'école propriété de la famille. C'est pas comme ça que ça se présente. Je crois que ça peut être un danger, vous avez raison de le pointer, mais c'est pas comme ça que ça se présente, parce que tout le monde sait très bien, en tout cas dans les écoles que je peux fréquenter, j'en fréquente beaucoup, que le rôle de l'école c'est d'introduire à la cité l'enfant. Donc l'école c'est un lieu de transition où l'enfant qui est d'abord, entre guillemets, j'ai envie de dire, objet de la famille de facto, sans être propriété naturellement, mais en tout cas qui naît dans une famille, va être introduit à la vie de la cité par une sorte de corps intermédiaire, de mini-cité qui est l'école. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à observer chez nos amis les Britanniques. Les Britanniques disent, un enfant qui est petit a besoin d'appréhender le commun à travers une structure qui a sa taille. On ne peut pas devenir citoyen directement. On devient petit citoyen dans une école qui est une mini-cité, dans laquelle on va exercer des responsabilités, on va contracter des valeurs, des vertus, des habitudes de service, de responsabilité, d'identité au niveau de cette communauté. Alors évidemment, en France, en tant que communauté, on sort déjà la Kalachnikov. Mais les Britanniques, qui sont extrêmement marqués par l'empirisme, disent qu'un enfant a besoin d'appréhender la communauté, d'appréhender le commun, à travers quelque chose qui a sa taille. Et donc l'école, on le dit aussi, mais on a du mal à l'accepter réellement. Donc en fait, l'école, c'est un lieu qui est à mi-chemin entre la famille et la grande société, si on peut dire, qui est une petite société avec des règles faciles, dans lesquelles l'enfant va apprendre un certain nombre de valeurs qui vont lui permettre demain d'être un bon citoyen. Et donc, sur ce fameux débat de savoir si l'éducation c'est l'affaire de la famille ou si c'est l'affaire de l'État, c'est à l'évidence l'affaire des deux. Mais pour autant, je ne parlerai pas de coéducation, qui est une manière de noyer le poisson et qui ne résout rien, parce que lorsqu'il y a un enfant et qu'il y a une décision à prendre, il faut bien savoir qui doit trancher. Donc le principe, si on regarde le droit international et le droit européen sur la question, et même les traditions philosophiques, le principe c'est que l'enfant n'appartient pas à la famille, mais en tout cas tant qu'il est mineur, eh bien il va dépendre des décisions de la famille, et que ce n'est qu'en cas d'empêchement, d'incapacité, de défaillance de la famille que l'État va se substituer avec une procédure de responsabilité substitutive. Donc il me semble qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, que le risque, disons, d'approche totalitarisante, si on peut dire, n'est jamais très loin, et je veux revenir à la fameuse formule de Peyon, qui avait défrayé la chronique, et pas que à droite, et pas que dans les milieux familialistes, cette idée que l'enfant devait être arraché aux déterminismes familiaux, religieux, sociaux, etc. par l'école, cette idée-là, qui est une idée qui vient directement de la Révolution française naturellement, cette idée, aujourd'hui, je pense qu'elle ne correspond pas aux attentes de la société. C'est une idée qui est une idée idéologique très marquée dans une conception des Lumières très datée, et je crois qu'aujourd'hui, on doit rentrer dans une pédagogie, dans une approche de la coopération au profit des intérêts de l'enfant. Intérêts d'enfant, et je vous rejoins Philippe, qui ne sont pas d'être enfermés dans le seul horizon qui serait l'horizon de sa famille. Il a droit à avoir de l'air, il a droit à avoir autre chose. Et c'est le rôle de l'école de lui montrer d'autres horizons, sans pour autant le rendre hostile et étranger à son ancrage d'origine, qui est sa famille et son milieu, etc., social et autres. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que l'éducation est un domaine régalien, il n'a jamais été en droit, il ne va pas le devenir. Donc l'État n'est pas, comment dire, vous ne l'avez pas dit d'ailleurs, hein, l'État n'est pas, comment dire, responsable de l'éducation
par nature, alors qu'il est pour la justice, la police, la diplomatie, etc. Par contre, il ne peut pas se désintéresser de l'éducation, mais il doit le faire dans le respect de la famille. Je vous propose de prendre 5 minutes parce que nos camarades toxicomanes ont besoin de fumer leur petite cigarette, parce que il faut pouvoir passer aux toilettes, etc. Mais vraiment, 5 minutes, on reprend vraiment à -10 précisément.